Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce jeudi 6 novembre 2025. Tout de suite les titres. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte réaffirment à Alger le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes lors de la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye. L'Algérie prend part au sommet sur le climat abrité à la ville brésilienne Belém en amont de la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les détails dans ce journal. Sahara occidental, envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, insiste sur la neutralité de la résolution onusienne. Et au Cameroun, Paul Biya prête serment aujourd'hui pour un 8e mandat. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte ont réaffirmé ce jeudi le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes, une position affichée à Alger lors de la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye. On fait le point avec Safwan Ben Sabri. Alger, Tunis et le Caire réunis pour la Libye. C'est en résumé la réunion tripartite qui a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères algérien. Une réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins. C'est dans ce cadre que les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont procédé à des concertations approfondies sur les développements de la situation en Libye. Une crise qui dure depuis maintenant 14 ans et qui concerne directement les pays frontaliers de la Libye. Les travaux de la réunion du mécanisme tripartite ont abouti à l'adoption d'un communiqué conjoint dans lequel est réaffirmée l'importance du principe d'appropriation et de conduite du processus politique en Libye par les Libyens eux-mêmes. Le communiqué appelle par ailleurs toutes les parties libyennes à placer les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de toute autre considération, pour ainsi mettre fin aux divisions internes, unifier les institutions politiques et militaires et organiser des élections législatives et présidentielles dans les meilleurs délais. L'Algérie, l'Égypte et la Tunisie ont rejeté ensemble toute forme d'ingérence qui puisse sévir en Libye, une ingérence présente depuis plus d'une décennie et qui entrave la sortie de crise. La présence sur le territoire libyen de mercenaires et de combattants étrangers constitue une situation inacceptable pour les trois pays voisins. Le communiqué conjoint saillore le rôle considérable de l'Algérie au Conseil de sécurité, dans lequel elle a œuvré pour mettre en lumière la responsabilité de la communauté internationale concernant le dossier libyen. Et le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du président de la République socialiste du Vietnam Luong Song à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Le président vietnamien a réaffirmé à cette occasion la volonté de l'État et du peuple vietnamien de renforcer et de développer les relations traditionnelles et la coopération avec l'Algérie au service de la prospérité des deux peuples. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a également reçu un message de vœux du président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Dans son message, le président tchadien a souligné que l'Algérie, sous la conduite du président de la République, continue d'incarner un modèle de résilience, de sagesse et de leadership en Afrique. À l'international, met en avant l'amitié profonde et les relations de solidarité unissant les deux pays. Le président tchadien s'est félicité de la coopération bilatérale fructueuse dans tous les domaines au service des deux peuples frères et de la stabilité du Sahel africain et de tout le continent. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aussi un message de vœux de son homologue grec, Konstantinos Tassoulas, adressé en son nom et en nom du peuple grec. À cette occasion, le président grec a rappelé que l'Algérie et la Grèce entretiennent des relations cordiales fondées sur la confiance mutuelle et le respect du droit international. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu un message de vœux du président de la République de Corée, Lee Jae-myung, adressé en son nom et au nom du peuple coréen. Dans son message, le président de la République de Corée a exprimé son espoir de voir les relations bilatérales se développer et se diversifier davantage, d'autant que les deux pays célébreront l'année prochaine le 20e anniversaire de leur accord de partenariat
partenariat stratégique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu aussi un message de vœux du président de la République de Roumanie, Nico Jordan. Dans son message de vœux, le président roumain a fait part au président de la République de sa volonté de poursuivre le développement et la promotion des relations d'amitié entre les deux pays et d'intensifier les contrats à tous les niveaux au service des deux pays et des deux peuples. Par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale, dans lequel il a exprimé ses meilleurs vœux à la République algérienne démocratique et populaire. Cette occasion nous permet de réfléchir ensemble aux enjeux mondiaux communs auxquels nous sommes confrontés, notamment la multiplication des foyers de tension qui exigent une coopération multilatérale, le changement climatique, les conflits et les inégalités croissantes, a écrit Guterres dans son message, soulignant à cet égard l'importance du pacte pour l'avenir. Et l'Algérie prend part à partir de ce jeudi au sommet sur le climat abrité par la ville brésilienne Belém, un sommet qui se tient en amont de la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dans la même ville. Un événement mondial pour discuter de la menace croissante du réchauffement et tenter de sauver la lutte en faveur du climat. Convoqué par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le sommet rassemble au parc de la ville des chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des dirigeants d'organisations internationales afin de discuter des enjeux et des engagements urgents liés au changement climatique. Et le ministre algérien de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yassine El-Mahdi Walid, a présidé ce jeudi à Oran aux côtés du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources en eau du Sultanat d'Oman, Saoud bin Hamoud bin Ahmed El-Habsi, la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon international de la pêche de l'aquaculture SIPA 2025, qui réunit 179 exposants issus de 17 pays. Ce salon est devenu une véritable plateforme pour renforcer la coopération dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Il permettra à un grand nombre d'opérateurs du secteur halieutique d'échanger leur expérience et de conquérir de nouveaux marchés, en Algérie comme dans les différents pays participants. Notre participation s'inscrit sans aucun doute dans le cadre de la consolidation des relations fraternelles enracinées entre le Sultanat d'Oman et la République algérienne, fondées sur le respect mutuel et la coopération constructive dans divers domaines. Cet événement constitue une opportunité pour renforcer le partenariat commercial et les investissements entre nos deux pays, ouvrant ainsi de nouveaux horizons de coopération. Et le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Rizig, a examiné jeudi avec l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Tran Ngoc Can, les moyens de renforcer la coopération commerciale entre les deux pays, selon un communiqué du ministère. À cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de hisser les relations économiques au niveau des relations politiques privilégiées, unissant les deux pays, reflétant ainsi la solidité des liens entre l'Algérie et le Vietnam. En marge de sa participation au sommet mondial sur l'infrastructure numérique publique qui se tient au Cap en Afrique du Sud, le ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, Sidi Ali Zarouri, a mené une série de rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues ainsi que des représentants d'organisations internationales et d'acteurs du secteur numérique. Sahara occidental à présent, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a affirmé que tout règlement au conflit du Sahara occidental vieux depuis un demi-siècle devait demeurer politique mutuellement acceptable et fondé sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Permettez-moi de rappeler à tous que participer aux négociations ne signifie pas nécessairement en accepter automatiquement l'issue. Ce qui importe, c'est d'en faire partie. Je demanderai à toutes les parties de soumettre des propositions afin de permettre aux Nations Unies d'élaborer un programme de discussion direct ou indirect si cela s'avère nécessaire. Et dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rali, a affirmé que le Front reste prêt à entamer des négociations directes avec l'autre partie, loin des solutions imposées unilatéralement. Alors que le Conseil de sécurité s'apprêtait à examiner le 20 octobre 2025 le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental Minurso, le président de la République et secrétaire général du Front Polisario a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies dans laquelle il a inclus le texte de la proposition élargie du Front tant que geste de bonne volonté et en réponse aux résolutions du Conseil de sécurité. Le président de la République et secrétaire général du Front a appelé que le Front Polisario avait soumis sa proposition au secrétaire général de l'ONU le 10 avril 2007 et que le Conseil de sécurité en avait pris cet acte dans sa résolution 1754 ainsi que dans les résolutions ultérieures. Il a précisé que cette proposition vise à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination à travers un référendum organisé sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine. Et des experts et militants ont affirmé mercredi à Alger que la résistance du peuple sahraoui a fait échouer les plans de l'occupation marocaine visant à confisquer son droit à l'autodétermination, soulignant le rôle de l'Algérie dans la défense des causes justes à travers le monde et son soutien au peuple opprimé. Lors d'une conférence de solidarité organisée à l'occasion du Salon international du livre d'Alger sous le thème Sahara occidental, une résistance continue, des chercheurs et défenseurs des droits de l'homme ont mis en lumière les victoires réalisées par la cause sahraoui. Et au Soudan, alors que les massacres des forces de soutien rapide s'intensifient, de nouvelles vagues de déplacements de population suscitent l'inquiétude des organisations humanitaires et des médecins locaux qui préviennent que cet afflux de personnes exerce une pression supplémentaire sur des camps déjà surpeuplés et confrontés à un manque de ressources. Nous avons marché dans les rues pendant 2 jours. Si les voitures des forces de soutien rapide vous trouvaient, elles vous battaient. Si elles ne vous voyaient pas, vous n'étiez pas battus. À Karni, nous avons marché pendant 8 heures d'affilée. Nous avons vécu une crise terrible à Al-Fashir, avec des bombardements incessants de drones, d'artillerie et de balles perdues. L'approvisionnement alimentaire a également été fortement perturbé. C'était un véritable siège. Il n'y avait plus rien à manger. Nous sommes arrivés à manger de l'ambase, puis même l'ambase a disparu. Et chaque jour, nous subissions un harcèlement incessant. C'était une tragédie dans les rues. Il y avait des cadavres, des gens s'effondraient à cause de la marche, de l'épuisement et du harcèlement. Ils demandaient de l'eau. Si vous en aviez, vous leur en donniez. Sinon, vous les laissiez dans la rue. Des femmes et des enfants. La plupart étaient des femmes et des enfants. Et le géant anglo-néerlandais Shell et la compagnie norvégienne Equinor ont signé un protocole d'accord avec l'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants. Cet accord marque le retour de Shell en tant qu'opérateur en Angola après 20 ans d'absence. Et au Cameroun, le président camerounais Paul Biya a prêté serment ce jeudi pour un 8e mandat au cours d'une cérémonie organisée à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne de cette confiance, a déclaré le président réélu devant des députés et des figures politiques présents à la cérémonie. Paul Biya a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre avec 53,66% des voix selon les résultats officiels publiés par le Conseil constitutionnel.
Et le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borgström, a appelé les parties en conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo à ouvrir un couloir humanitaire et à autoriser la reprise des vols humanitaires. Le responsable de l'Union européenne a insisté sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu et d'engager un dialogue sincère. Il est à noter que près de 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays selon le gouvernement. Au Soudan du Sud, la grave insécurité alimentaire qui sévit dans le pays pourrait s'empirer entre avril et juillet 2026, menaçant plus de 7 millions d'habitants, a averti ce jeudi le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Plus de 2 millions d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë durant cette période. Selon le PAM, cette situation résulte de l'escalade du conflit dans le pays, des déplacements massifs de population, des restrictions d'accès à l'aide humanitaire, de la crise économique et des chocs climatiques. Sport football, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petkovic, a insisté ce jeudi en conférence de presse sur l'importance de bien négocier les 2 matchs amicaux prévus à Jeddah face au Zimbabwe le 13 novembre et à l'Arabie Saoudite le 18 novembre dans le cadre de la préparation de la CAN 2025. C'était lors d'une conférence de presse durant laquelle il a dévoilé la liste des 27 joueurs retenus pour cet avant-dernier stage avant la CAN. Je l'ai déjà dit qu'il n'y a pas de matchs amicaux en équipe nationale. Nous devons travailler dur à l'entraînement pour donner le meilleur de nous-mêmes, car nous devons gagner tous les matchs. Il est important de se tourner vers l'avenir. Mais il faut aussi prendre en compte que remporter ces 2 matchs amicaux nous permettra d'améliorer notre classement FIFA. Nous avons convoqué 27 joueurs et j'espère que chacun sera en pleine forme pour les 2 prochaines rencontres. Je ferai en sorte que le plus grand nombre possible de joueurs ait l'opportunité de jouer. En Algérie, au Salon international du livre d'Alger, la question de l'intelligence artificielle suscite le débat entre progrès technologique et création littéraire. Auteurs et éditeurs s'interrogent jusqu'où la machine peut-elle aller sans trahir l'essence même de l'écriture humaine. C'est un sujet signé Maria Chouyer. Entre algorithmes et plumes, entre fascination et méfiance, auteurs et éditeurs présents au Salon international du livre d'Alger s'accordent sur un point. Aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer la sensibilité humaine. L'art comme la science, ça vient des intuitions. Les intuitions, ils ne viennent pas des mathématiques. Ils viennent des illusions, des sentiments, des émotions, des lenteurs, de côté tordu humain, qui peut être une histoire. Ces choses-là, l'IA, elle ne les connaît pas. Sans vécu, sans émotion ni mémoire personnelle, le monde d'aujourd'hui s'interroge. Jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller? Les auteurs présents au salon répondent à cette question à travers leur expérience. C'est dénoué de tout sens, de tout ressentiment. C'est quelque chose qui est inerte. Elle obéit. Et puis, elle a sa limite aussi. Parce que c'est en fonction du data qu'elle a. Voilà. Donc, l'IA, on peut l'utiliser. C'est bien. Mais il ne faut pas croire que l'IA va remplacer l'homme dans l'écriture, dans la pensée, dans la réflexion. Pour les éditeurs, l'IA peut assister la plume, mais jamais la remplacer. Pour eux, la littérature repose sur ce que la machine ignore. Une voix singulière, une émotion vécue, une vérité intime que nul programme ne peut coder. L'intelligence artificielle, comme les autres applications du genre les GAFA, etc., ne font que collecter un ensemble d'informations et grâce aux capacités informatiques, on arrive à emmagasiner toutes ces informations pour ensuite les diffuser. Vous écrivez un mot, tout de suite, il vous corrige, etc., etc. Voilà. Donc, en un mot, c'est ceci. Voilà. Bref, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'être humain. C'est ma conviction. On est en train de parler d'une intelligence artificielle et en même temps, en parallèle, de l'authenticité humaine.
Et là est toute la différence. Et je pense en tant que déjà être humain et maison d'édition, impossible qu'un jour l'authenticité humaine soit remplacée par qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre. Au cœur du SIDA, le message est clair. La technologie peut accompagner la création, mais elle ne saurait jamais écrire à la place du cœur humain. Place au 7e art à présent. La ministre algérienne de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé dans la soirée de mercredi la cérémonie de clôture de la 13e édition du Festival international d'Oran du film arabe, marquant la fin d'une semaine riche en projections, rencontres et échanges. C'est un sujet signé Felah Leïdi. C'est sur une note d'émotion et de joie que s'est clôturée la 13e édition du Festival d'Oran du film arabe dans la soirée du mercredi 5 novembre. Une semaine entièrement dédiée au 7e art, marquée par la diversité des projections, des débats, des rencontres et des échanges entre cinéastes, producteurs et artistes venus du monde arabe. Le festival, d'année en année, il s'améliore. Il devient mature. Et les cérémonies sont mieux maîtrisées. Il y avait de très beaux invités cette année. La qualité a été également de la participation. La qualité des films. Bon, les films, c'est ce qui se produit actuellement. Peut-être qu'actuellement, la cinématographie arabe, elle est un peu dans une phase de transition. Donc, on a ce qu'on peut avoir sur le marché. Bon, le public était là. On aurait aimé également que le public soit beaucoup plus nombreux dans certains cas, que les ateliers soient plus suivis. Mais chaque année, il y a des améliorations. Cette année, je trouve que cette édition était une belle édition. Je souhaite à ce festival de pouvoir rivaliser avec les grands festivals internationaux et arabes et d'avoir une véritable portée dans le monde arabe. Vous êtes les premiers à avoir lancé des festivals dédiés au cinéma arabe et je vous souhaite beaucoup de succès. Les films présentés étaient variés. J'ai particulièrement apprécié la qualité des documentaires et certains courts-métrages étaient vraiment à la hauteur. Quant aux films de fiction, ils étaient eux aussi très réussis. Sur la scène, les prix sont venus saluer la créativité des réalisateurs dans les 3 compétitions officielles, longs et courts-métrages et documentaires. Des films porteurs de regards nouveaux sur le monde arabe, entre espoir, mémoire, identité, quête de liberté et questionnement. Le festival a rendu un hommage particulier au grand acteur algérien Sidi Ahmed Agoumi, véritable pilier du cinéma et du théâtre algérien, et à l'acteur égyptien Yasser Galel et au comédien jordanien Monder Rayahna. L'ambiance du festival est formidable et empreinte de beaucoup de respect. Les organisateurs ont fait un travail exceptionnel, d'un grand professionnalisme. Je suis présent ici pour l'hommage, bien que je sois actuellement en tournage en Égypte. L'organisation du festival est irréprochable. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'accueil incroyable du peuple algérien qui aime profondément l'Égypte, et je dois dire que cela m'a beaucoup ému. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ce magnifique festival. Mais au-delà de tout, ce qui m'a le plus marqué, c'est le peuple algérien, chaleureux, généreux et plein d'amour. Merci pour l'accueil, la gentillesse et surtout merci pour cette affection sincère. La star du rail Cheb Mami a animé la cérémonie de clôture. Entre émotion, musique et reconnaissance, cette cérémonie a mis en lumière l'esprit du festival. Un espace de création, de dialogue et de célébration du cinéma arabe dans toute sa diversité et sa profondeur. Et direction le Kenya à présent où des membres de la communauté Rastafari se sont réunis à Jikamboro pour commémorer le 95e anniversaire du couronnement de l'empereur Haïlé Sélassié, un événement vénéré par ses adeptes. La cérémonie a été marquée par une célébration animée. Regardez.
C'est un grand jour. Il a été couronné roi des rois, lion conquérant de la tribu de Juda. 72 nations se sont réunies et ont reconnu qu'il est véritablement l'élu. Le Rastafari n'est pas une religion, mais une liviti, un mode de vie spirituel. Grâce au Rastafari, nous savons vivre en harmonie avec la nature, vivre en paix les uns avec les autres. Nous aimons l'environnement et nous nous adonnons à des activités naturelles qui peuvent soulager la terre. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.